Bonjour à tous. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, tout au long du 19e siècle, la photographie s'efforce de fixer une image du réel avec toujours plus de précision, de netteté et de rapidité. La photographie devient alors le moyen idéal d'illustrer le monde moderne. Dans ce contexte, la photographie est-elle condamnée à rester un document? Ou bien peut-elle devenir un art? C'est ce que nous allons voir dans ce troisième épisode dédié au pictorialisme. La photographie ne saurait se réduire à son aspect documentaire. Rappelons qu'en 1839, l'invention est présentée devant l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts réunis. Donc dès sa naissance, elle possède un statut ambigu. Entre art et industrie, elle se situe à l'intersection des domaines artistiques et scientifiques. Ainsi, dès les débuts, les praticiens du médium vont se scinder en deux groupes. Les professionnels d'un côté, qui ont un usage commercial de la photographie et qui sont donc ravis des super évolutions que connaît la photographie, et de l'autre côté, les amateurs avec un grand A et les artistes, qui sont indépendants de la loi du marché et cherchent à défendre l'art photographique. Ils seront difficilement acceptés par les autres artistes, en particulier les peintres, que le nouveau médium met en danger, car la photographie reproduit ses sujets plus vite, à moindre coût et avec une exactitude plus grande que la peinture. Aïe! Les peintres vont donc tenter d'exclure la photographie du domaine de l'art. Tout d'abord, ils lui reprochent son aspect mécanique, automatique, c'est-à-dire la non-intervention de la main dans le processus de production de l'image. Pour eux, l'appareil photographique n'est qu'une machine et ne peut donc produire qu'un objet industriel, pas une œuvre d'art. Ils avancent aussi que la photographie n'est pas le fruit de l'imagination, le médium reproduisant selon eux bêtement le réel, sans sélection ni composition. Cela va à l'encontre de la théorie des sacrifices, très largement admise à l'époque et défendue par Eugène Delacroix. Vous allez comprendre de quoi il s'agit avec cette citation de 1859 extraite du journal d'Eugène Delacroix. Devant la nature, nous ne voyons ni les brins d'herbe dans un paysage, ni les accidents de la peau dans un joli visage. En deux mots, la photographie serait trop fidèle à la nature. Contrairement à la peinture de l'époque, qui élimine certains détails pour transcender son sujet et ainsi exprimer un idéal, la photographie montre tout. Elle ose. On crie au scandale. Enfin, la balance de pouvoir penchant plutôt du côté de la peinture en ce temps-là, la photographie est placée hors du domaine de l'art, et même consacrée servante. Humble servante des sciences et des arts, par Charles Baudelaire. Car oui, les peintres, eux, ne se gênent pas pour recourir à ce nouveau moyen qui vient substituer les longues heures de pose des modèles dans l'atelier. Enfin, bien qu'ayant été refusé par le Select Club des Beaux-Arts, les photographes ne baissent pas les bras. Une des premières tentatives de faire entrer la photographie dans le champ de l'art sera d'imiter le rendu pictural. C'est pourquoi le mouvement photographique correspondant, créé dans les années 1880, se nommera pictorialisme. À une photographie descriptive, nette, fonctionnelle, les pictorialistes préfèrent une photographie tournée vers le sentiment de l'artiste, l'utilisation du flou, le travail manuel sur le tirage comme la retouche, le grattage ou la surimpression sont alors autant d'outils pour se démarquer de la pratique commerciale et se rapprocher de la peinture, en rendant la main de l'artiste pleinement identifiable. De la même manière, les pictorialistes privilégient le support papier dont le rendu est moins détaillé à cause, ou devrions-nous plutôt dire grâce à, la matière de la fibre. Robert de Machy, célèbre pictorialiste français, ira jusqu'à déclarer vouloir effacer le caractère photographique de son œuvre. Waouh, c'est un peu extrême. Bon, heureusement, il n'est pas tout seul. Le pictorialisme sera un mouvement international. Il ne s'agit pas pour autant d'un mouvement strictement coordonné. De nombreuses divergences verront ainsi le jour entre les différents artistes qui représenteront des écoles distinctes. De même, il n'y a pas de manifeste officiel du pictorialisme, bien que les photographes de l'époque aient beaucoup écrit pour défendre leur conception de l'art en général et de la photographie en particulier. Quoi qu'il en soit, il nous faut remonter bien avant les années 1880 pour comprendre les fondements du mouvement pictorialiste. Tout commence en Angleterre, dès les débuts de la photographie pourrait-on dire. En effet, autour de 1845, l'un des inventeurs de la photographie, William Henry Fox Talbot, dans sa publication The Pencil of Nature, mais aussi surtout dans Sun Pictures in Scotland, montre que la photographie peut s'inspirer de la tradition picturale. Cela paraît même naturel lorsqu'on sait qu'en Angleterre, tout comme en France d'ailleurs, de nombreux peintres se tournent vers la photographie. C'est le cas de Gustave Le Gray que nous avons évoqué dans le précédent épisode, et qui se trouve être un fervent défenseur de l'art photographique, puisqu'il dira dans son traité de 1852 « J'émets le vœu que la photographie, au lieu de tomber dans le domaine de l'industrie, du commerce, rentre dans celui de l'art. C'est là sa seule, sa véritable place, et c'est dans cette voie que je chercherai toujours à la faire progresser. » Mais revenons en Angleterre, car malgré sa position favorable à l'art photographique, Le Gray a peu de choses à voir avec le pictorialisme. En Angleterre donc, en 1853, Newton, alors pas celui qui a reçu une pomme sur la tête, Newton donc suscite le débat. En effet, il estime qu'il faut photographier un objet naturel en décalant légèrement la mise au point pour obtenir un effet diffus visant à contrecarrer la trop grande netteté de la photographie. À ce moment-là, Newton est à rebours de ses contemporains anglais. En effet, en 1851, le procédé sur verre au collodion humide d'Archer permet d'obtenir une grande précision de l'image.
L'idée d'introduire du flou dans l'image n'intéresse alors pas grand monde. Mais dès 1855, les pictorialistes anglais créent le Photographic Exchange Club, dont Newton est membre. Les photographes réalisent des vues pittoresques à la campagne, des images très simples, et si elles peuvent parfois être le fruit de montages, elles ne sont pas retouchées. Contrairement aux images des pictorialistes français, comme Demachy, qui sont eux adeptes du flou, du grain et de la retouche extrême de l'image. Ce club aura une vie assez courte puisqu'il sera dissous en 1858, mais cela ne marque pas la fin du mouvement pictorialiste anglais. Au contraire, la seconde moitié du XIXe siècle voit émerger en Angleterre 3 artistes majeurs qui auront une influence capitale sur le mouvement pictorialiste. Henry Peach Robinson, Peter Henry Emerson et George Davison. Henry Peach Robinson est considéré comme le père de la photographie pictorialiste. Il réalise des études de personnages et de paysages qui représentent des tentatives de recréer le style de la peinture académique. Et pour ce faire, il n'hésite pas à employer plusieurs négatifs et faire des montages. Peter Henry Emerson, lui, préconise une approche esthétique beaucoup plus simple, estimant que la photographie révèle votre pensée avec autant de vérité que si vous aviez rédigé votre profession de foi sur un papier. Il s'interdit donc le montage. Et George Davison, quant à lui, proche d'Emerson, expérimente davantage, puisqu'il utilise toutes sortes de techniques, comme le sténopé. Il est considéré dans les années 1880 comme étant véritablement d'avant-garde. Emerson, finalement, s'entêtera à déclarer que la photographie n'est pas viable en tant que moyen d'expression artistique. Davison et Emerson, quant à eux, quittent la Photographic Society pour cofonder la Linked Ring Brotherhood en 1892. C'est cet événement qui marque en Angleterre l'essor réel du pictorialisme, qui devient à cette occasion un mouvement constitué avec ses publications, ses expositions et ses textes théoriques. Il faut noter que dans l'Angleterre de ces années-là se développe le mouvement Arts and Crafts, qui, inquiet devant la modernisation rapide de la société, tente de réhabiliter l'artisanat. Dans l'idéal de ce mouvement, l'ouvrier doit reprendre le contrôle de sa production en concevant et fabriquant entièrement l'objet. L'utilitaire ne doit pas faire oublier le beau, parfois malmené par la société industrielle qui produit en masse et de faible qualité. Le mouvement pictorialiste, s'il ne se réclame pas directement de l'Arts and Crafts, s'inscrit dans cette logique. C'est à la même époque que le pictorialisme se développe en France, avec notamment 2 chefs de file, Constant Puyo et Robert Demachy. Le dernier fonde avec d'autres amateurs le Photoclub de Paris en 1888. Si les pictorialistes anglais pratiquent une photographie assez simple, les Français, comme nous l'avons dit précédemment, sont adeptes d'une pratique radicale, extrêmement sophistiquée, usant notamment de la gomme bichromatée pour intervenir directement sur le tirage, utilisant des papiers texturés, faisant ressentir le grain de l'image, frôlant même parfois l'abstraction. Les pictorialistes rejettent le progrès technique. Utilisant des optiques non corrigées pour produire du flou, les détails superflus sont donc gommés, la photographie pictorialiste devient une photographie évocatoire, artistique, s'élevant au rang sinon de la peinture, du moins du dessin, auquel Demachy se réfère explicitement. De la même manière, le pictorialisme s'est développé dans toute l'Europe, notamment en Allemagne et en Autriche, avec là aussi la création de clubs, à Vienne, à Hambourg, mais aussi en Italie, en République tchèque, sans oublier les États-Unis, avec le Camera Club en 1896. Des salons de photographie sont organisés, le premier en 1891 à Vienne. La photographie pictorialiste bénéficie d'une large reconnaissance dans le milieu des arts. Ses membres sont des esthètes bourgeois au fait des dernières productions artistiques, ainsi ils s'inspirent des mouvements tels que le symbolisme, l'impressionnisme, le japonisme, le pré-raphaélisme, voire le cubisme. Le pictorialisme, s'il fut au départ un mouvement européen, fut rapidement adopté aux États-Unis. L'apport des photographes dans ce pays fut capital pour le développement et la vitalité du mouvement. Né en 1864, Alfred Stieglitz est probablement le plus éminent des pictorialistes américains. Né de parents allemands ayant immigré aux États-Unis, il retourne avec eux en Allemagne, où il suit des études à la Technische Hochschule de Berlin, à partir de 1882, s'intéressant notamment à la chimie photographique enseignée par Hermann Vogel. Puis il voyage en Europe, réalise des photographies et remporte en 1886 un premier prix au Salon de la photographie amateur de Londres. Stieglitz, en plus d'être photographe, est aussi un théoricien, un communicant, comme en témoignent ses premiers articles publiés en Allemagne, en Angleterre, puis aux États-Unis. Sa notoriété est confirmée en 1889 avec la photo de sa fille Paula, primée à Berlin. Il retourne ensuite aux États-Unis et devient rédacteur en chef de la revue American Photographer en 1893. Puis il devient membre de la Linked Ring Brotherhood en 1894 et connaît la consécration en 1897, année où il devient vice-président du Camera Club de New York et crée sa première revue, Camera Notes. Alfred Stieglitz n'est bien sûr pas le seul pictorialiste américain, et d'autres artistes méritent qu'on les cite ici. Il faut noter d'ailleurs que la plupart ont, sinon vu le jour en Europe, du moins étudié sur le continent. Gertrude Käsebier a ainsi voyagé en Europe durant l'année 1894. Paul Haviland est né à Paris d'un père américain et d'une mère française, tandis que Frank Eugene étudie à l'Académie royale bavaroise des beaux-arts. Edward Steichen, quant à lui, est né au Luxembourg, avant de vivre aux États-Unis, où il mourra.
L'importance des pictorialistes américains est reconnue par tous. Ainsi par Demachi par exemple en 1903, qui oppose le dynamisme des Américains à l'attentisme de beaucoup d'Européens. Ils sont exposés en Europe et en retour organisent des expositions sur le continent américain, et notamment à New York. L'influence de la ville de New York est fondamentale, notamment grâce à Stiglitz qui fonde en 1903 un magazine qui deviendra mythique, Camera Work. Luxueusement illustré et mis en page, il représente ce qui se fait de mieux en termes d'édition. Toutes les branches du pictorialisme y sont diffusées. Enfin, Stiglitz crée en 1905 la galerie 291, l'une des premières dédiées à la photographie, qui deviendra rapidement une référence incontournable. L'intrication entre le pictorialisme européen et américain est donc très forte, et il est indéniable que le pictorialisme américain n'aurait pu voir le jour sans le pictorialisme européen. Il est évident en retour que les Américains ont dynamisé les artistes du vieux continent. Pourtant, on peut également dire que les Américains furent les fossoyeurs d'un pictorialisme européen qui d'une manière générale ne parvenait plus à se réinventer, figé dans des pratiques qui finalement ne relevaient plus que de l'académisme. Si les pictorialistes ont été durant de nombreuses années de véritables expérimentateurs, ils perdirent au fil du temps de leur force et de leur influence, car ils refusaient d'évoluer, au contraire des Américains. Le club Photosécession, fondé là encore par Stiglitz en 1902, sera le fer de lance de cette évolution. Délaissant de plus en plus l'académisme, l'étude statique, de nombreux artistes s'intéressent à la ville, à la foule et au dynamisme de l'image, qui assume à nouveau son aspect documentaire. Ainsi, les Américains montrent que si la photographie est bel et bien un art, elle peut le faire en se détachant de l'imitation de la peinture. Elle peut retrouver une certaine pureté, ce qu'ils appellent son caractère straight. La photographie embrasse alors le monde moderne, à mi-chemin entre l'art et le document, ce dont témoigne déjà en 1907 le célèbre Entrepont de Stiglitz. Ce dernier, accompagné de Steichen, de Paul Strand et de bien d'autres, incarneront cette modernité photographique et sociale dont les pictorialistes européens n'ont pas voulu. La galerie 291 sera l'un des emblèmes de cette modernité. Dans les années 1920-1930, l'historiographie sera cruelle envers les pictorialistes qui n'ont pas su prendre le virage des années 1910. Ceux-ci seront considérés comme rétrogrades, antimodernes, finalement académistes, et on estime jusqu'à aujourd'hui qu'ils imitaient simplement la peinture sans avoir saisi la spécificité du médium photographique. Voilà les artichauts, ce 3e épisode se termine ici. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le diffuser, le partager autour de vous sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner à notre chaîne, c'est vraiment le plus important. Et donc on se retrouve très prochainement pour le 4e épisode de l'histoire de la photographie, dédié à la photographie moderniste. Ciao les artichauts!